Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Monster Universal. Universal Monster. Ah, je sais plus le nom de l'émission. Comment elle s'appelle ? Les monstres de la nuit de la Universal. Ouh là 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 là, ça part très très mal. Hein. Universal Monsters, tu l'as appelé comme ça. Universal Monsters. Et sur sur le podcast de Pour une poignée de review. Salut Steve, comment vas-tu ? Ça va très bien, bonsoir Rémi, bonsoir XP, oui ça va très bien. Oh, cool. Je me sens d'humeur pleine de bandelettes. Pleine de bandelettes, ouais, attention, rajoute bien 2 lettres. Bonsoir XP, comment vas-tu ? Bah ça va très bien, ça va très bien. Et toi, Rémi, comment vas-tu ? Mais moi, ça va extrêmement bien. Je n'ai pas les mots, je vais bafouiller toute la soirée. Écoute, ça tombe bien, ça voudra dire que je suis pourri de la bouche, comme le héros de notre émission de ce soir. 3e émission, 3e film du monstre oh là là, Universal Monsters. Je suis terriblement désolé. Allez, je vais me reconcentrer, ça va aller mieux. Donc, pour cette 3e émission, nous allons parler du film de la momie. Et alors, avant de commencer l'émission, XP, Steve, vous vouliez qu'on change un peu le format qu'on fait d'habitude. D'habitude, on raconte le contexte, puis on raconte l'histoire, puis on raconte nos impressions. On va essayer de trouver un nouveau rythme pour celle-ci. Alors si j'ai bien compris, on va raconter l'histoire et en même temps le contexte. Non, on va faire un petit résumé, après on fera contexte plus sa vie ensuite. Enfin voilà, on parlera du film. Ouais, ça marche. Analyse mêlée, ça. Je vois pas comment faire autrement sur ce film. Ok. Ça marche. Eh bien, écoute, Steve, est-ce que tu veux faire le résumé ou je m'en occupe ? Bah, si tu veux le faire, avec plaisir. Sinon, je m'y étais préparé. J'ai pas trop envie. Alors, La Momie, eh bien, c'est un film qui commence en 1921. Et oui, c'est un film qui se passe dans le passé. 1921, une expédition. Oui, puisqu'il date de 1932. C'est un film d'Inception, hein. C'est le passé dans le passé. C'est incroyable. C'est ça. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Tout a été inventé là. Tout. Même les bandes. Lettres. Donc en 1921, une expédition archéologique qui va déterrer le cercueil, enfin la tombe, le sarcophage, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'un ancien prêtre nommé Imhotep. Voilà, Imhotep. Et personne réagit. Enfin, c'est bon, pas grave. Ah, SNCF. Ah non, c'était pas ça, c'est dans... Non. Oh là là. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Non, mais c'était en référence aux nuls, tu sais, à SNCF. Les inconnus. Ouais, non, les nuls. Non, les nuls. Ouais. Pardon, oui, oh, bravo. Non, mais je pensais à Imhotep d'Astérix et Obélix chez Cléopâtre. Mission Cléopâtre, ouais. Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. C'est la version US. Oh là là. C'est pour l'exportation. Donc, ils vont déterrer ce sarcophage. Ils vont également trouver un parchemin sur lequel il va y avoir une formule qu'ils vont en fait traduire et lire à côté du sarcophage, qui aura pour effet de ressusciter notre bon Imhotep. Celui-ci va s'échapper, c'est le fameux parchemin de Thoth. Celui-ci va s'échapper et puis le film va avancer 10 ans plus tard. On va ensuite être en 1931 et l'ancienne momie est devenue beaucoup plus visuellement acceptable, plus facile à sortir en soirée, on va dire. Il a pris une douche. Voilà, il se fait appeler Ardath Bey. Qui est finalement un référent avec le musée en Égypte pour les expéditions anglaises qui sont sur place. Et celui-ci va tomber plus ou moins sous le charme amoureux de la fille de celui qui gère l'expédition, car elle est la réincarnation de la princesse bien-aimée pour laquelle il avait fauté et pour laquelle il avait été finalement momifié, puisque c'était un grand prêtre qui était tombé amoureux de cette fiancée du pharaon et qui avait été châtié pour cela. Il va donc essayer de la reconquérir, de lui faire rappeler ses vies passées et de la... suite à une petite incantation magique, lui donner la vie éternelle comme lui l'a, et voilà, et elle va pas être forcément très d'accord, la madame.
Alors, il y a juste une toute petite erreur, c'est pas la fille du chef de l'expédition, c'est Non. la fille du gouverneur du Soudan, pas du Ah, gouverneur pardon. de je sais plus le titre de ce monsieur, qu'on ne voit pas d'ailleurs, mais par contre c'est le fils du chef de l'expédition qui est un genre de héros chevalier servant Qui tombe amoureux d'elle, oui, voilà, pardon. qui tombe également amoureux d'elle. Voilà. J'ai confondu. Puisqu'elle est Non, non, moitié tout à fait. égyptienne, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est la réincarnation. Autant pour moi, Oui, excuse-moi, j'ai été et un c'est pour ça qu'ils ont pris une peu actrice vite non plus. extrêmement blanche, et que... Enfin bref. Mais parce qu'elle est moitié égyptienne. Ouais, ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, oui, d'ailleurs, à un moment, il lui dit vous êtes à moitié égyptienne. Elle lui dit mais comment vous le savez? Oui, c'est vrai que tout le monde peut se demander parce qu'elle n'est pas du tout typée. C'est le maquillage. Mais ouais, C'est le ouais. maquillage avec les Ah, elle traits a mis qui trop de vont fond de très teint loin. blanc. Ouais. Non, mais c'est les traits de Rimmel qui vont très très loin, tu sais. Ouais, ok. C'est- Je vois les je, idées. ne je ne vois Non, que mais ça pour alors, expliquer on ça. va, on va en parler un peu plus tard dans l'émission parce que moi, enfin bref, il y a des trucs à dire. Bon voilà, j'ai fait le résumé assez rapidement pour qu'on puisse passer à la suite du film. De toute façon, on va en parler quand on va analyser. Hein. Ouais, Voilà, il y a pas grand-chose de plus à raconter. ouais. Donc, un peu de contexte. Oui, un peu de contexte. La Universal cherche à monter pour la première fois un film sur le nom de Boris Karloff, puisque pour Universal, il avait tourné Frankenstein en 1931 et en 1932, il était à l'affiche, mais dans un petit rôle dans The Old Dark House réalisé par James Whale, qui est un petit bijou qui introduit la maison gothique. Et pour ce faire, la Universal engage la journaliste et scénariste Nina Wilcox Putman. Alors, Nina Wilcox Putman est connue pour ses publications dans des revues telles que le Saturday Evening Post. C'est une personne indépendante aux opinions tranchées. Et c'est une des premières femmes à défendre justement le droit des femmes à travers des fictions qui traitaient de la vie familiale et professionnelle des femmes, mais dans un style humoristique. C'est là où, à mon avis, il faut souligner comment dire, la modernité du studio Universal qui est initié par Carl Laemmle, puisque offrir à une femme la possibilité d'écrire le scénario pour la vedette du studio, c'est en 1932, c'est peut-être pas si commun que ça. Alors là, pour ça, elle est aidée par une personne qui s'appelle Shire, qui est responsable des scénarios de chez Universal. Et donc, la première semaine de février 1932, elle écrit une nouvelle qui s'appelle Cagliostro de 9 pages. Et avec l'aide justement de Shire, responsable des scénarios chez Universal, elle en fait une version plus travaillée qui date du 19 février. Alors dans cette intrigue qui n'a rien à voir avec l'Égypte à proprement parler, comme dans le film, dans l'intrigue, le protagoniste, c'est le docteur Astro. C'est un spiritualiste qui vit à San Francisco à l'époque, en 1932. Et On en dit aussi fait, qu'il était petit robot, je crois. Voilà, je me suis et, retenu, merci. et en Désolé, j'ai pas pu. Et en fait, cet astro en fait, est un prêtre égyptien qui a survécu pendant 4000 ans en s'injectant du nitrate dans le sang. Alors, Et, alors attention, moment, petit trigger warning, ne faites surtout pas ça chez vous, s'il vous plaît. D'accord? C'est très oui, dangereux. surtout pas. Voilà. Ne buvez pas votre urine non plus. Ça aussi, c'est très dangereux. Merci Rémi. Et à un moment donné de sa vie, donc ce docteur Astro était un petit peu avant la Révolution française, était le célèbre Cagliostro, dont les séances de spiritisme étaient appréciées dans la haute société parisienne. Et dans son scénario, Cagliostro, ou le docteur Astro, observait les gens grâce à un système de vidéosurveillance
Et il dirigeait un rayon de la mort vers des médaillons qu'il donnait à ses victimes. Et c'est de cette façon qu'il parvenait à les voler et à supprimer ses ennemis. Il était aussi aidé par un Nubien muet qui était à son service. Ah. Et en fait, l'histoire est assez complexe parce elle mêle fantastique, elle mêle policier, parce que évidemment, il y a une histoire de fort héritage avec un archéologue, avec un enlèvement, un crime et tout ça. Et c'est fait que l'histoire était tellement complexe que la Universal a décidé de faire appel à John L. Balderston. C'est un nom qu'on connaît bien parce qu'il est revenu dans les 2 émissions qu'on a déjà faites, puisque Balderston il était connu, il avait adapté la pièce d'Hamilton Dean, la pièce anglaise d'Hamilton Dean, Dracula, pour le public américain, et il avait adapté la pièce de Peggy Webling de Frankenstein Ouais. pour le public américain. Et avant ça, il était célèbre en 1926 parce qu'il avait coécrit la pièce Berkeley Square. Et donc, c'est la raison pour laquelle Universal l'embauche pour corriger le script de Putman, parce que les 2 adaptations, les deux adaptations théâtrales qu'il a faites, sur lesquelles sont basés les films de la Universal qu'on a traités, sont des succès. Et il est Ce à sont noter des succès parce qu'on les a traités d'ailleurs. Oh, Ouais, oui. On est modeste. J'arrête les vannes, désolé, vas-y, continue. On est modeste. Non, mais ils le sont devenus a posteriori, évidemment. Oui. Jusqu'alors, Balderston n'avait jamais écrit de scénario, et donc il arrive à Hollywood à la fin du mois de mars 1932, et il va commencer à modifier le script de Cagliostro. Il en garde quelques éléments de l'intrigue qu'il mélange avec des sources, d'autres sources d'inspiration qui viennent de son expérience personnelle ou de son travail précédent. La première ébauche de scénario date du 30 janvier 1932, évidemment, et il livre une version achevée le 13 juillet, mais il sera suivi de 5 autres versions entre août et septembre. Et la dernière version de son scénario date du 12 septembre, et elle est publiée par Magic Image Film Book en 1989. Et ce qui est important de savoir, c'est que Balderston, avant d'être auteur de théâtre, était journaliste. Et donc, dans les années 1920, pour le New York World, pour lequel il était correspondant, il couvre l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, qui a été découvert en 1921. D'après certains, Balderston était très féru d'histoire. Il était très intrigué par l'Égypte ancienne, et notamment cette histoire de tombeau de Toutankhamon va passionner les gens à l'époque, puisqu'il y a les journaux font les gros titres sur plusieurs années sur la fameuse malédiction de Toutankhamon, où 13 personnes qui auraient approché le tombeau seraient mortes. En fait, ça fait beaucoup parler les écrivains, ça, c'est assez incroyable. Oui, alors qu'en fait, ça serait le fait d'un moustique qui aurait tué les archéologues en les piquant. Donc c'est pour ça qu'au début du film, en fait, Balderston utilise la découverte du tombeau de Toutankhamon. Cette fois, Toutankhamon est remplacé par le tombeau d'Imhotep. Au début de la scène, quand il trouve le coffret, il y a une malédiction qui dit que quiconque ouvrira le coffret trouvera la mort, sauf que, en fait,
Balderstom, c'est pas vraiment une malédiction ou une condamnation à mort, puisque les personnes qui ouvrent le coffret se retrouvent sous l'influence d'Imhotep, qui en fait va les hypnotiser pour obtenir ce qu'il veut, et il les tue uniquement si il lui barre le passage. Mais il n'a pas du tout des velléités vengeresses comme pouvait l'avoir la légende de Toutankhamon. Ouais, c'est vrai que ouais, il n'est pas du tout énervé contre l'humanité entière et tout. Non, non, il a son objectif et il ne se tient qu'à cela. Et donc, et ensuite, pour élaborer son scénario, Balderstom s'inspire grandement de son adaptation de Dracula pour y développer les rapports entre les personnages et l'intrigue. Il avait même envisagé que dans une des versions du scénario, que la momie devait, comme les vampires, regagner régulièrement son sarcophage. Mais cette idée a été abandonnée. Et c'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup de similitudes entre les deux films, entre Dracula et la momie. D'ailleurs, le titre de travail n'était pas la momie au départ, ça devait être Imhotep ou le roi des morts. Et donc, Scorpion, ça aurait été mieux. Ouais, mais ça sera après. C'est du foreshadowing pour plus tard dans l'émission. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes entre les deux films, hein, puisque déjà les deux films commencent par la même musique introductive, le Lac des Cygnes. Ouais, incroyable. Il y a, on retrouve David Manners qui jouait le rôle du fiancé de Mina dans Dracula, et là il incarne le fils de l'archéologue, j'ai oublié son nom de famille, qui tombe amoureux de faut m'aider pour les prénoms. Je n'en ai retenu aucun. Hélène. Qui va tomber amoureux d'Hélène, et on retrouve encore Edward Van Sloan qui incarnait Van Helsing dans Dracula, et qui incarne le docteur Muller. Et dans les deux films, c'est un spécialiste des sciences occultes. Donc ça fait déjà pas mal de similitudes, mais les similitudes ne s'arrêtent pas là du tout, puisque les protagonistes principaux dans les deux films sont des non-morts ou des morts-vivants qui séduisent l'héroïne, qui la menacent de mort, tout en leur offrant une sorte de vie éternelle compromettant par là même leur vie et leur âme. Et dans ces deux cas, les créatures sont extrêmement polies et exercent un pouvoir hypnotique. Et j'ajouterais qu'il y a encore une similitude Oui, sur le fait que le réalisateur, Karl Freund, a travaillé sur la photographie de Dracula. Oui, et les similitudes ne s'arrêtent pas là, puisque quand vous en voulez plus, vous en voulez encore. Il y en a encore, puisque dans les deux films, il y a un artefact qui est capable de protéger de la créature. Alors dans Dracula, c'est un crucifix, et dans la momie, c'est une amulette d'Osiris ou d'Isis, je ne sais plus. Isis, il me semble. Isis. Puisque c'est Isis qui protège l'âme de Anck-su-namun. Tout à fait. D'ailleurs, on retrouve une scène similaire dans les deux films, où en fait les deux personnages incarnés par Van Sloan confondent la créature. Alors dans Dracula, c'est par le truchement d'un miroir, puisqu'il ne se reflète pas dans le miroir, et dans la momie, c'est en lui montrant une photo de lui en momie, en tant qu'Imhotep. Pour développer son scénario aussi, Balderstom aussi s'inspire de la pièce qu'il a coécrite, Berkeley Square, puisque dans cette pièce, on a un Anglais de l'époque qui se retrouve dans le Londres du XVIIIe siècle et qui s'éprend d'une femme du passé.
Et donc, Balderstom associe ce concept d'amour à travers le temps et la réincarnation de l'âme d'Amox Enamun dans Hélène, ce qui génère un conflit entre ce qu'elle est et ce qu'elle a été. Et chez Putman, en fait, Balderstom transforme le nitrate en parchemin de Thoth, qui a le pouvoir de redonner vie aux morts en lisant l'incantation. Et il remplace la vidéosurveillance par le bassin qui se trouve dans la maison d'Imhotep. J'ai oublié son nom d'humain. Ardath Bey. Bah, je l'appellerai Imhotep. C'est trop compliqué. Ardath Bey. Ouais. Oui, ben de toute façon, si on utilise le même terme, on capte que c'est Imhotep tout le temps, quoi. Ouais. Alors, faut savoir, petit fun fact, comme ça. Ardath Bey, c'est un anagramme, en fait. Qui veut dire Death by Ra. Voilà. C'est pas mal, ça. Ah, c'est énorme. Ce qui me permet de dire que, La Momie, c'est peut-être un remake de Dracula, mais je le préfère. Eh oui. J'ai adoré ce film. Notez comme il est tout seul. Eh oui, non, mais je sais. Je t'en prie, XP, continue si tu veux continuer Et d'ailleurs, petit fun fact, les noms d'Imhotep et Ankhsenamun sont des authentiques noms égyptiens, mais qui n'ont évidemment rien à voir avec les personnages fictifs qu'il y a dans le film. Alors, le nom d'Imhotep serait le nom de l'architecte de la première grande pyramide d'Égypte. Et qui a eu d'ailleurs à qui on a réservé un sort bien plus glorieux. Enfin voilà, on l'a quasiment enterré comme un pharaon. Enfin voilà, il était célébré. C'était absolument pas un mec qui était répudié comme on peut le voir dans le film. Oui, j'ai beaucoup bossé dernièrement la mythologie. Ouais, non, mais c'est excellent. Ben moi je savais pas Imhotep. Voilà, moi je pensais que c'était tiré d'un ancien prêtre. Enfin, je pensais qu'ils avaient utilisé des mots, des personnes légendaires comme ça, mais ok, merci. Et un autre fait intéressant, c'est que justement le fait que le scénario ait été publié en 1989, en fait, on se rend compte que dans le scénario de Balderstom, en fait, il y a quasiment tout. C'est-à-dire les découpages, les mouvements de caméra, les cadrages, tout est prévu. Et d'après les historiens du cinéma, c'est peu probable que Balderstom, n'ayant jamais écrit de scénario et encore moins réalisé de film, il ait pu apporter ces éléments-là. Donc pour beaucoup, mais évidemment il n'y a pas de preuves, il y aurait l'idée que Karl Freund, qui a annoncé à la réalisation le 29 août 1932 à la réalisation d'Imhotep, c'est le titre de l'époque. Eh bien, le 29 août, c'est une semaine avant que Balderstom achève sa 6e version du scénario, 2 semaines avant le découpage et 21 jours avant le tournage, ce qui leur laisse 1 mois pour travailler ensemble le scénario. Et c'est une hypothèse qui est probable que les deux aient travaillé vraiment main dans la main. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour l'histoire du cinéma et pour l'histoire de la Universal, c'est que sur la momie, en fait, en tant que réalisateur, Karl Freund pouvait pour la première fois être aidé de l'auteur, donc de Balderstom, pour réviser le scénario. Et avant la momie, cette pratique n'existait pas. Moi, je trouve que c'est une étape importante pour le cinéma et pour la Universal. Alors, je ne sais pas si cette pratique était développée dans les autres studios, mais en tout cas, ça l'est pour la Universal, et je trouve que c'était important de le signaler. Alors, peut-être que vous pouvez peut-être un peu parler de Karl Freund. Eh bien, traduit en français, c'est donc Karl Lamy. Merci, Steve. 8 ans d'allemand.
Moi, j'allais faire une blague sur Freud, mais ok. C'est la faute à sa maman, donc. Voilà. Karl Freud, Karl Freud, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en Allemagne, hein, comme son nom l'indique, et qui a eu une carrière en tant que réalisateur assez pauvre, puisqu'il il est à la base plutôt chef-op et plutôt directeur photo. Il a beaucoup travaillé en Allemagne, hein, sur le cinéma allemand. Et un de ses plus grands films sur lesquels il a travaillé reste Metropolis. Bon, c'est pas le seul, hein, il a travaillé sur Le Golem aussi, mais le plus grand, c'est Metropolis. Donc il s'est exporté aux États-Unis en 1930, et après avoir travaillé justement sur la photo de Dracula, entre autres, eh bien, on lui confia La Momie pour sa première réale, en fait. C'est sa première réale à lui tout seul. Ouais. Carrière de réal, assez, comme je disais, assez pauvre, puisqu'il va réaliser très peu de films. Film. En tout cas, sa carrière en tant que réalisateur de films se terminera avec Mad Love, qui est une adaptation des Mains d'Orlac, en 1935. Et puis, il retournera à la photographie par la suite. Et il travaillera notamment sur la série I Love Lucy. Tout à fait. Et la légende raconte que ça serait lui qui aurait inventé le principe de tourner à 3 caméras une sitcom. Et la série I Love Lucy est normalement une série qui doit être chère au cœur des fans de Star Trek, puisque c'est la comédienne Lucy, justement, qui va produire la série Star Trek, aussi bien des années plus tard. Et comment me faire passer pour un idiot, parce que je ne connaissais pas I Love Star Trek. I Love Lucy, pardon. Ok. Faut dire qu'en France, ça n'a pas été beaucoup diffusé. Non, ça n'a pas été beaucoup diffusé. Et puis, ce qu'il faut dire aussi sur Karl Freund, c'est qu'en Allemagne, il a filmé 10 films de Murnau. Mais bizarrement, il n'a pas participé à Nosferatu. Et l'historien du cinéma qui dit les commentaires audio, Paul M. Johnson, dit que sur le film, en fait, il apporte, sur le film La Momie, Karl Freud apporte l'expérience qu'il a acquise en Allemagne dans les années 20, et notamment sur la lenteur des mouvements des mouvements de caméra. C'est un style visuel, justement, qui est acquis de son expérience dans les années 20. Et c'est un style qui s'attarde sur des images pour créer ce qui s'appelle, je ne sais pas le dire en allemand, mais le Stimmung, ce qui signifie un sens de l'atmosphère psychologique qui entoure les personnages et les objets. Par exemple, sur le fait de la lenteur de sa mise en scène, en fait, ça participe aussi à l'efficacité de Karl Freund pour filmer, je pense, notamment à la scène de fin où on a 3 photos. Basiquement, on a 3 photos. On a un plan du musée du Caire, un plan avec les barreaux ouverts, et après un plan avec le gardien du musée, qui est inconscient à terre. Donc juste en 3 photos, Karl Freund nous fait comprendre. Ils sont au musée du Caire, ils sont entrés par effraction, et que le garde est inconscient. Ouais, ça marche très 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 bien, ouais. Juste en 3 photos. On peut pas faire plus efficace. Très vite, pour conclure, je suis désolé, je reviens un tout petit peu en arrière pour conclure sur la partie I Love Lucy et Karl Freund, puisque après, si on n'en parlera plus. I Love Lucy, c'est une assez grosse série, il y a eu 179 épisodes au total, et Karl Freund aura bossé sur 159 des épisodes. Donc il a quasiment géré toute la série, quoi. Et la série, comme je le disais, a été très très peu diffusée en France, puisque elle n'a eu droit à une diffusion française qu'à partir de 99 sur Teva. 1999. Ah oui, voilà. Oui. D'accord. Voilà, donc c'est pour dire qu'elle n'a vraiment pas été diffusée en France. 6 saisons, voilà, de octobre 51 à mai 57. Voilà, c'était tout. Alors que c'est vraiment un monument de la télévision aux États-Unis qui est multi rediffusé, et justement la comédienne Lucy est devenue
une productrice influente, comme on l'a dit, elle a produit après la série Star Trek. Grâce au studio des Ilus, ouais. Karl Freund, du coup, lui est décédé en 1969 à l'âge de 79 ans. Voilà, donc pas une grosse carrière en tant que réal, hein, quand même, mais une grosse carrière en tant que chef-op et en tant que c'est directeur de la photographie, quoi. C'est surtout là qu'il aura été le plus influent. Oui, puis ce qui est fou, c'est qu'il apporte le fait de collaborer avec le scénariste aussi, ça c'est très important. Et en Allemagne, il a apporté aussi, d'après ce que j'ai lu et entendu, il a inventé les mouvements de caméra dans le cinéma allemand. Du coup, est-ce que vous voulez continuer sur ce qui entoure le film? Est-ce que vous voulez parler peut-être des acteurs, des choses importantes qui vous viennent? Rémi, toi qui as aimé le film, j'ai adoré ce film. Qu'est-ce qui te fait plus aimer ce film que Dracula? Alors, la réalisation, évidemment, que je trouve beaucoup plus rythmée que Dracula, qui franchement avait un côté très plan-plan. On en avait parlé, bon, c'était un peu la découverte. C'est assez voulu également pour l'effet gothique, mais là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Je sais pas, je rentre plus dans le truc. L'histoire également me marche beaucoup plus. Alors que pourtant, il a un budget inférieur, hein, ouais, que Dracula. Ouais, mais déjà, il y a des mouvements de caméra, tu vois. Alors que dans Dracula, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, j'en ai marqué un sublime à un moment, enfin un sublime, un que j'ai trouvé très très beau à un moment dans le film. C'est au tout début du film, le jeune archéologue est en train de regarder la tablette, là, le coffre, et il tient une lampe à la main. Et il y a un mouvement un peu, un espèce de virage, je ne sais pas comment dire, un genre d'ellipse qui se fait. Et en fait, il tient la lampe. Le faisceau n'est jamais dans le sens de la caméra, sinon il nous éblouirait. Et je ne sais pas, enfin, il prend la lampe, la rapproche de lui pour voir d'un peu plus près et la repose un peu plus tard à côté. Et j'ai trouvé ce mouvement de caméra assez surprenant. Je l'ai mis sur Twitter pour celles et ceux que ça intéresse. Et j'ai trouvé ça très rigolo. Mais bon, après, c'est pas incroyable, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais, tu as raison, Rémi, là, pour ça, en fait, comme Karl Freund était photographe, en fait, il s'aide beaucoup des accessoires, et notamment de cette lampe-là, qui joue un rôle important dans cette scène d'ouverture. Et justement, quand le jeune archéologue déplace la lampe, en fait, la caméra se déplace en même temps que la lampe. Ouais. Comme si aujourd'hui on avait mis un genre de steadicam pas de steadicam, mais je sais plus comment ça s'appelle, ces caméras qu'on accroche à la poitrine des acteurs et actrices. Ouais, c'est comme ça. Si on l'avait accroché, ouais. Voilà, comme si on l'avait accroché à la lampe. Vraiment, le mouvement, il est vraiment très bien fait, je trouve. Bref, bon, et après c'est pas ça qui est aussi incroyable. Mais après, ouais, l'interprétation de Karloff qui nous montre un peu plus de choses que ce qu'il montrait dans Frankenstein. Déjà, il parle, quoi. Ouais. Il fait des phrases, quoi. Ouais, et puis il est un peu moins maquillé. On voit un peu son jeu visuel, jeu de regard, beaucoup. Il est plus maquillé que sur Frankenstein, en fait. Ah, c'est marrant, ça. D'accord. Il est plus maquillé que sur Frankenstein, mais c'est vrai que tu as raison. Si tu veux aborder le jeu des comédiens, je trouve l'interprétation de Boris Karloff parfaite. Parce que justement, c'est une momie réincarnée en être humain. Et si vous faites bien attention, il n'interagit avec personne, il ne touche personne. Il dit non quand il y a l'archéologue, c'est... comment s'appelle-t-il cet archéologue? Quand le chef archéologue veut le toucher, il refuse. Veut le toucher, il refuse de lui toucher la main. Et puis... et pourquoi? C'est parce que on voit au début dans la scène d'introduction, quand il part avec le parchemin,
on voit l'empreinte de ses mains qui est pleine de poussière ou de sable, et on verra à la fin, à la toute fin du film, dans le musée, quand Hélène est habillée en Xenamoon, il lui touche le bras et on constate que il a laissé une marque de poussière ou de sable. Donc ça induit l'idée en fait que Imhotep serait peut-être un conglomérat ou un amas de sable et de poussière incarnée, ce qui expliquerait pourquoi il se déplace très lentement et qu'il parle lentement, parce que son enveloppe charnelle est très fragile. Peut-être pas si immortel que ça, en fait. Ouais. Et ça, c'est très malin de la part de Boris Karloff, et c'est une très bonne direction d'acteur. Ouais, y a ça, et puis moi, cette histoire des... Oui, pardon. Non, j'allais dire, dans la même scène dont tu parlais tout à l'heure avec le coup de la lampe, il y a cette scène du rire hystérique qui est magnifique. Cette scène-là, elle est magnifique. Parce que finalement, on ne voit même pas la momie, on voit juste 2-3 bandelettes, on voit rien, quoi. Oui, tout est hors champ. Tout est hors champ, et c'est ce rire complètement hystérique du mec qui devient fou, qui te fait comprendre que... La réaction peut paraître peut-être désuète aujourd'hui, parce qu'on est plus habitué à, dès qu'on voit un monstre, des Scream Queens, hein, clairement. Là, pas du tout. Déjà, c'est un homme qui d'abord hurle, ce qui change par rapport à d'habitude. Même on voyait dans Dracula ou dans Frankenstein, les cris étaient poussés par des femmes. Là, c'est un homme qui pousse le cri et qui en fait devient fou à en rigoler, et on le comprend par la suite, à être enfermé à l'asile comme ça et mourir en rigolant, en fait. Il y a un côté très Lovecraftien là. Ouais, hors écran, mais on nous l'explique. Ouais. Et moi, ce démarrage-là, c'est vraiment génial. D'ailleurs, le démarrage est assez intéressant. On a le fameux échange qui est devenu un classique dans les œuvres de manière générale, avec le jeune qui veut réussir, qui est jeune visionnaire, face à l'ancien plus réservé, plus sur la retenue, la réflexion. Et le jeune qui veut réussir, et au final, il est puni pour son arrivisme. Ouais, son arrivisme, merci beaucoup. Et puis le fait qu'il devienne fou et non pas qu'il soit tué, moi je trouve ça génial. Ça aurait été tellement facile de faire une momie qui tue à tour de bras. Ben non. Alors, la momie en elle-même ne tue pas, Imhotep tue derrière. Ardath Bey tue derrière il tue quelques personnes. En agissant avec des espèces de pouvoirs magiques et en leur faisant arrêter le cœur, quoi. Il tue uniquement ceux qui lui barrent le passage. Mais c'est pas son intention première. D'ailleurs, il n'hésite pas à tuer quand même. Hein. Oui, mais d'ailleurs, c'est l'occasion peut-être de parler du travail de Jack Pierce. Et avant de parler du travail de Jack Pierce sur la momie, j'aimerais revenir un peu sur son historique et sa carrière. Alors, Jack Pierce est né en Grèce le 5 mai 1889 et il arrive aux États-Unis au moment de l'adolescence. Et dans les années 20, il a des petits boulots au cinéma. Il est très impressionné par le travail de maquilleur comment il s'appelle, du comédien, l'homme au mille visages. Lon Chaney. Lon Chaney, voilà. Il est très impressionné par Lon Chaney et c'est ce qu'il veut faire. Et c'est ce qu'il va faire en 1927, puisque sur le film The Monkey Talk, donc le singe qui parle, un film de Raoul Walsh de 1927, qui est réalisé pour la Fox. Justement, j'allais y venir. Ah, pardon. J'allais y venir. Il fait le maquillage du comédien Jack Lerner, qui incarne François
François le Français. Fao, alias le singe Joko. Et d'ailleurs, si vous vous amusez à chercher des photos de The Monkey Talk, vous verrez que son maquillage de singe est vraiment parfait et qu'il n'a vraiment pas à rougir comparé au travail qu'a fait John Chambers sur la planète des singes. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la planète des singes, on vous encourage à vous abonner au podcast Cornelius Enzira, qui est animé par notre ami le docteur Zaius, avec qui tu as déjà travaillé, Rémi. Oui, qui s'est retrouvé à plusieurs reprises sur les ondes pour une poignée de reviews. Oui, et puis l'année suivante, donc en 1928, il participe au film The Man Who Laughs, L'homme qui rit, de Paul Lenny, où il va maquiller Conrad Veidt, le comédien qui joue le rôle de Gwynplaine, et le maquillage de Jack Pierce va inspirer le design du Joker qui sera créé en 1940. Donc, c'est dire pour moi l'importance de Jack Pierce, c'est que elle est telle que son travail inspire les auteurs de comics dans les années 40 pour créer le personnage du Joker. Et comme on a fait de la pub pour le podcast de Zaius, si vous souhaitez écouter un bon podcast sur les comics, vous pouvez écouter Comic City qui est animé par Steve et ses amis, et également les deux podcasts comics du réseau Audioactif qui sont Comics Fair, animé par Spades et Grey Pigeon, qui est un podcast un peu plus sur l'histoire des comics. Et aussi, vous pouvez aussi écouter Comics Discovery, qui est animé par James Effay. Et James Effay, que je salue, parce que ce sont les premiers à m'avoir laissé le micro dans leurs émissions live où on avait commenté les épisodes de la série Watchmen. Vous auriez pas dû... Vous voyez ce qu'il est devenu. Juste une petite parenthèse, là sur mon téléphone portable, je viens de regarder les photos de The Monkey Talks et c'est incroyable. Magnifique maquillage, ouais, c'est génial. Et cherche aussi les photos de l'homme qui rit, tu vas être bluffé. Ouais, ok. Iconographie très classique, hein, l'homme qui rit. Enfin voilà, c'est. C'est le Joker, c'est le Joker des comics. On avait déjà aussi pas mal parlé de Jack Pierce, notamment avec Dracula, hein, puisque c'est lui qui était en charge de la création artistique sur Dracula, et bien sûr, le Frankenstein. Ouais. Donc, il avait déjà un passif avec Boris Karloff. Oui, justement, j'ai pas encore fini, parce que suite à ces deux films, Carl Laemmle le prend sous son aile pour l'engager au département maquillage de la Universal. Et il est à noter que Jack Pierce et Boris Karloff vont avoir une carrière parallèle. Ils vont beaucoup collaborer ensemble pour la Universal. Et surtout, ce sont deux artistes qui bénéficient qui arrivent à émerger suite à la disparition tragique de Long Chaney qui est mort d'un cancer foudroyant. Et vraiment sur la momie, c'est là où Jack Pierce est au sommet. Est au sommet. Jamais il ne fera de maquillage aussi. Enfin, c'est mon avis. Hein. Moi, je suis moyen d'accord. Il y a quand même un film dont on parlera dans quelques émissions où il s'est aussi énormément arraché. Puisque sur la momie, en fait, la scène d'introduction dont tu parles, Rémi, en fait, il aurait mis 8 heures à maquiller et à embaumer Boris Karloff. Pour rien. Oui, en fait, c'était juste pour une journée, parce qu'en fait, Carl Laemmle ne le cadre uniquement la tête, où on voit ses yeux se réveiller, et ses bras qui étaient croisés se décroiser.
D'ailleurs, Et il cette est à scène noter aussi de que... réveil est super. Pardon. Ah oui, tout à fait. Et il est à noter d'ailleurs que sur le costume, il n'avait pas prévu de fermeture éclair pour que Boris Karloff puisse soulager ses besoins naturels. Ah, et Ce donc qui ne ça, sera pas le écoute. cas par la suite sur les autres films de la momie. Alors, et dans un des commentaires audio du Blu-ray, on a le grand maquilleur Rick Baker qui participe aux commentaires audio et il explique qu'à l'époque, en fait, il y avait que de la colle, du coton et du collodion pour faire le maquillage. Donc, il dit on tirait la peau de Karloff pour la vieillir et on la badigeonnait de colle, on la recouvrait de coton, on remettait une couche de colle ou de collodion et on la séchait. Et une fois sec, Jack Pierce relâchait le tout pour obtenir les rides de Boris Karloff. Et il a dû faire plusieurs couches. Je trouve personnellement le maquillage, quand il est humain, beaucoup plus saisissant que quand il est en momie. Oui. Oui, d'ailleurs, il y Surtout qu'il a, joue avec les gros plans plusieurs fois, justement, pour bien mettre en avant ce maquillage, et c'est somptueux. d'ailleurs, il y a un plan, Tout à fait. sublime. C'est le plan le plus connu du film. D'ailleurs, tu l'avais partagé sur Twitter, Rémi. C'est le plan où il est filmé en contre-plongée avec des ombres, où il a le visage Ouais. creux et les yeux qui s'allument. Et justement, cette image de Boris Karloff en Imhotep avec les yeux qui s'allument sera reprise et caricaturée dans le film Astérix et les 12 travaux d'Astérix. Et C'est oui, la, tu m'as oui, dit ça, j'étais très surpris de voir ça, mais c'est vrai en fait, maintenant que tu me c'est l'as la dit, scène. Oui, oui, c'est c'est flagrant. c'est- c'est la scène où il rentre et l'Égyptien hypnotise les gens et il dit cette Tu es fameuse un phrase sanglier. par Osiris et par Apis, tu es un sanglier. Vous êtes prêts? Je commence. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Par Osiris et par Apis, tu es maintenant un... Tu es un sanglier, évidemment. Chez Astérix, on est dans la caricature. Et les yeux d'Imhotep finissent dans le film par se transformer en phare de métro, enfin un truc complètement psychédélique, mais pour dire à quel point cette photo a touché la culture populaire, puisqu'on la retrouve dans le film, et donc la bande dessinée la plus franco-belge, la plus populaire de toutes, quoi. Ouais. Et alors ce réveil, parce on l'a juste évoqué, moi je le trouve assez génial. Il ouvre les yeux très 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 lentement, alors que ça aurait pu être une fois de plus facile de le faire ouvrir les yeux brusquement, ça aurait pu faire sursauter les gens dans le théâtre. Et non, là ça fait monter la pression. Tu te dis oh là 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 là, ça va Ça être fait horrible. encore plus peur, Ouais, c'est génial. justement. C'est super cool. Dans les choses que j'avais aimé aussi, je vais essayer de retrouver. Il y avait, alors toujours dans cette scène de début, il y avait un échange assez rigolo. Alors je me souviens plus exactement ce qui est tenu comme propos, mais lorsque les archéologues décident ou pas du coup d'ouvrir le coffre, il y a un trio de conversation qui se fait entre le fameux docteur qui jouait Van Helsing dans C'est le Frankenstein. docteur Muller. Ouais, voilà, entre le docteur Muller et les deux autres archéologues, pardon, Donc qui c'est eux Wample. veulent... Le vieil archéologue, c'est Wample. J'ai retrouvé Mhm. le nom. Et le jeune, ça doit être Ralph Norton. Ralph Norton, c'est celui qui meurt de rire. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et justement, les deux archéologues veulent absolument ouvrir le coffre et le docteur Muller ne veut pas. Il y a un échange de conversation. Enfin, sur le coup, ça m'a marqué. Il y avait une position des personnages aussi. Les deux archéologues sont assez dominants sur le coffre, là où le Muller est c'est un peu comme s'il couvrait le coffre avec son corps. Ça, c'est pareil, c'est assez léger, mais j'ai trouvé ça sympa. Et lors de l'ouverture du coffre, pas un seul bruit. Il n'y a aucun bruit. Bon,
c'était pas d'époque de mettre de la musique, mais ils auraient pu mettre un fond musical. Mais surtout, il y avait un silence de mort qui régnait. Et on retrouve un peu ce qu'on avait déjà dans Frankenstein, avec derrière l'archéologue qui ouvre le coffre, la vision de la momie qui est dominante. Et qui m'a rappelé un peu la position de la mort dans Frankenstein. Dans le cimetière. Ouais, exactement, dans le cimetière et puis dans le labo. Voilà, c'était un petit détail. Mais le silence est très lourd, très pesant là-dedans. Ah oui, je me demandais, est-ce que vous savez où est-ce que ça a été tourné ? Est-ce que ça a été tourné vers dans un là-bas, désert à américain ? gauche. Non, il y a des. Alors, je crois qu'il y a il doit y avoir des stock shots qui ont été tournés en Égypte et réellement au Caire, mais il me semble que ça a dû être tourné en Californie, dans le désert en Californie, mais autrement, tout est tourné dans les studios de la Universal. D'ailleurs, les décors sont sublimes. Les décors sont très très beaux, ouais. Et non, je posais ça pour, déjà pour les décors, mais aussi parce qu'on voit très souvent des personnes parler en arabe. Du coup, je me demandais s'ils avaient tourné un peu quand même en partie sur place ou s'ils avaient pris des acteurs parlant l'arabe. Mais bon, on ne le saura pas ce soir. À savoir que une partie des décors sera réutilisée ensuite pour un serial l'année suivante, en 1933. Qui s'appelle Perils of Pauline, traduit donc en français par Les Exploits d'Hélène. Ah non, pardon, non. Non, c'est pas vrai. Donc Perils of Pauline, voilà, ils ont réutilisé notamment les statues d'Anubis. Ok. Ouais, qu'on voit à la fin. D'ailleurs, puisque tu es dans les décors, il faut saluer le travail du Hongrois Willy Pogani, le directeur artistique. C'est lui qui a dessiné tous les hiéroglyphes et designé toutes les statues et tout ça. C'est vraiment un boulot vraiment exceptionnel. C'était un illustrateur de littérature. Il a notamment illustré Alice au Pays des Merveilles. Et puis, il avait avant de participer à La Momie, il avait fait les décors de 3 films. Et avant ça, il avait fait 2 pièces de théâtre, dont une qui avait un décor égyptien. Et c'est certainement pour cette pièce où il y avait des décors égyptiens qu'il a été embauché. Et il a fait vraiment un travail vraiment sublime, quoi. Vraiment sublime. Ouais. Et pour en revenir Oui, tu voulais dire quelque chose ? Non, j'allais changer de sujet, vas-y. Moi, je voulais, puisqu'on avait commencé sur Boris Karloff, on peut parler aussi de Zita Johann, la comédienne qui joue Hélène. Tu veux en parler maintenant ? Pourquoi tu voulais parler de Boris Karloff ? Non, mais c'est qu'il y a énormément à dire sur cette pauvre dame. Hein. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que... D'ailleurs, ce sont les deux, Boris Karloff et Zita Johann, sont 2 comédiens qui ont souffert sur le tournage. Boris Karloff pour les heures de maquillage et Zita Johann pour d'autres raisons. Mais bon, avant ça, il faut revenir un peu sur Zita Johann. Zita Johann, c'est une comédienne qui est née en Hongrie, qui arrive, faut que je retrouve mes notes, qui arrive aux États-Unis, qui arrive avec ses parents aux États-Unis et qui commence à Broadway dans les années 20, la nouvelle vague des années 20. Et La Momie est seulement son 3e film. Et elle a un caractère assez fort. Et à cette époque-là, elle touche à peu près $7 500 par semaine pour le rôle. Et en fait, le tournage s'est pas très bien passé avec le réalisateur Karl Freund, qui l'a pris en grippe
pour montrer, certainement pour montrer que c'était lui c'était lui le réalisateur, c'est lui qui décidait. Notamment, lors d'interviews, elle a dit que Karl Freud lui avait demandé un jour qu'elle devait tourner une scène à moitié nue. Elle lui avait demandé pourquoi, et il lui avait répondu que c'était lui le réalisateur et qu'elle n'allait pas savoir pourquoi. Et lui, elle lui avait rétorqué je serais ravi de jouer à moitié nu si vous ne vous faites pas censurer. Et lors du tournage, leur relation était tellement tendue que, par exemple, Karl Freud ne lui avait pas donné de chaise à son nom, et il a obligé à se tenir debout 2 jours d'affilée pour qu'elle n'ait pas un seul faux pli sur sa jupe. Ah oui, c'est un Ouais. bâtard. Il la faisait se reposer le long d'une planche en bois pour qu'elle puisse appuyer son dos, mais ne pas plisser la jupe. C'était la chose importante. Pour ce qui est de la scène à moitié nue, la véracité du truc est discutable. Oui. Parce que on est encore sur l'époque pré-code. Le code de censure, le code Hays arrivera un petit peu après. Donc, c'est assez discutable sur le fait que cette réponse de si la censure ne vous empêche pas de le faire, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de censure. Bon. Enfin, il y avait quand même une censure. On l'a vu sur Dracula. Le comité de censure n'était pas si important que ça encore. Malgré tout, mais je pense que c'était parce que Karl Freud avait envie de se rincer l'œil. Et encore une fois, c'est le témoignage de Zita Johann après coup. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont interviewé disent qu'après, elle a une passion pour le spiritisme et l'occulte, avec des propos un peu... Oui, elle a voulu aussi beaucoup influencer. Elle a été très déçue parce qu'il y a toute une scène, on voit toute la scène de momification finalement, ou en tout cas d'enterrement vivant de Imhotep. Et cette scène devait être vachement rallongée. Elle devait avoir tout un tas de vies antérieures qui devaient être montrées. Ces scènes-là ne seront jamais apparues. Qui ont été tournées, parce qu'on a retrouvé des photos, mais qui ont été enlevées du montage. En fait, c'est comme tu le dis. En fait, l'histoire qu'a écrit Balderstom, en fait, c'est que Imhotep et Anck-Senamun se retrouvaient à différentes époques de l'histoire. Pour les fans de comics, Hawkman et Old Girl, pour les fans de comics. Voilà. À différentes époques, ils ne pouvaient jamais consommer leur amour parce que leur amour était maudit sur plusieurs générations, et c'est au montage qu'il a été décidé de supprimer ces flashbacks parce qu'ils estimaient que ça ralentissait le rythme et que ça n'apportait rien à l'histoire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En toute honnêteté, moi, une histoire d'amour, tu vois, qui défie la mort, qui traverse les siècles et tout, je trouve ça super cool. Mais dans l'action du film, je pense que ça aurait... Enfin, je trouve ça bien, le fait d'avoir cette coupe franche entre les deux incarnations du personnage. Je sais pas ce que j'aurais pensé de voir qu'il y avait eu plusieurs réincarnations. Et justement, en parlant de scènes coupées pour la pauvre Zita Johann, elle a dû tourner une scène dans une arène avec des lions. Oh. Alors que toute l'équipe était bien à l'abri derrière les grilles, coupée au montage. Oh là là, c'est dommage. Ouais. Il y a un truc à noter, par contre, elle a une tenue à un moment qui pète la classe, incroyable. C'est lorsqu'elle va voir Imhotep, qui lui montre, justement, qui lui révèle qu'elle a eu une vie antérieure, là, qu'elle est avec son chien. D'ailleurs, laissez les chiens tranquilles. Ne touchez pas aux chiens, s'il vous plaît. Arrêtez de tuer les chiens dans le cinéma, c'est horrible. Ne faites pas ça. Et quand elle revient chez elle, elle a un manteau noir avec des accroches du style agrafe sur le côté, qui est magnifique. Vraiment superbe. Et en plus, ça lui va super bien. Enfin, j'ai trouvé sa tenue dans cette scène magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et d'ailleurs, pour revenir sur Zita Johann, la scène de sa mort en flashback,
où elle s'évanouit. En fait, elle s'est vraiment évanouie parce qu'en fait, elle ne mangeait pas. Et Boris Karloff a eu vraiment peur sur le tournage qu'elle soit vraiment décédée ou que ça soit vraiment grave, quoi. D'ailleurs, D'accord. justement, quand elle s'évanouira, elle sera. Première chose qu'elle verra, justement, c'est un Boris Karloff au-dessus d'elle qui s'inquiétait pour elle en costume. Oui, Bonjour la flip tout à quand fait. il te réveille, quand même. Ça, ça me rappelle, désolé, j'y pense parce que j'écoutais l'émission aujourd'hui, l'histoire de Kim Hunter, l'actrice qui jouait Zira dans La planète des singes, la série originale, les films originaux, pardon, qui à un moment était extrêmement fatiguée et qui s'est endormie. Et lors de sa sieste, elle a fait un cauchemar dans lequel elle s'était transformée en singe pour de vrai. En fait, elle jouait plus le singe. Et en fait, quand elle s'est réveillée, elle avait toujours son maquillage. Et quand elle a vu son reflet dans le miroir, ça a été très perturbant pour elle, très choquant. Bon, J'imagine, ouais. c'est Putain. affreux. Ça va. Et pour encore une petite anecdote concernant Zita Johann, justement, chose qui me fait rire et en même temps, je trouve ça un peu tragique, c'est qu'à la base, ce film, elle l'a fait pas parce qu'elle le voulait, mais par obligation, en fait. Elle était sous obligation contractuelle avec les studios. Ah, Elle devait tourner dans un film qui avait pris du retard et qui ne sortira finalement qu'en 34, pardon. Je suis en train d'essayer de retrouver le nom du film que j'ai bouffé, ça va revenir. Et donc, bah, vu qu'elle n'arrivait pas à tourner, qu'elle avait une obligation contractuelle avec le studio de tourner dans un film, eh bien, elle a tourné là-dedans. Et elle s'est retrouvée dans un film avec un réalisateur qui ne l'aime pas, qui lui en fait voir toutes les couleurs. Tout ça par obligation contractuelle. C'est quand même un peu triste. Même si elle avait apprécié le scénar avec son côté j'aime l'occultisme, le spiritisme, je crois aux réincarnations et aux vies antérieures. Ça lui plaisait, mais elle s'est quand même retrouvée là-dedans par obligation, quoi. Oui, et d'ailleurs, plus tard, elle a dit qu'elle avait adoré travailler avec Boris Karloff, que c'était un vrai gentleman, quelqu'un de vraiment gentil, et qui ne se plaignait jamais sur les tournages des heures qui passaient au maquillage. Et d'ailleurs, dans le premier commentaire audio, celui où il y a Rick Baker et d'autres techniciens, ils disent que c'est un miracle que la peau de Boris Karloff ne se soit pas abîmée avec toute la colle et tous les maquillages qu'il a subis dans les films de la Universal. Et ils disent que c'est certainement du fait que quand il était au Canada, il travaillait sur des chantiers en plein soleil, ce qui fait qu'il avait la peau Tanné. tannée et basanée par le soleil qui le protégeait. Le film dont je parlais justement, c'est Laughing Boy, qui est sorti en 1934, qui est inédit en France apparemment. Voilà. Ok. Je reviens un peu sur d'autres trucs, un truc que j'ai adoré à propos du film. Ben justement, on parlait des fameux regards lumineux de la momie, des attaques en fait sous hypnose, et je les ai trouvés d'une puissance assez folle. Justement, en comparaison à Dracula, tu vois, je trouve que la momie est beaucoup plus dangereuse et plus puissante dans ce qu'elle fait. Et j'ai vraiment adoré ces attaques-là. Et, alors que d'un point de vue technique, c'est un peu la même chose, hein. On voit la momie, on le filme ses yeux, on met de la lumière jaune et on voit ce qui se passe dans une autre image. Mais je l'ai trouvé plus fort, plus puissant. C'est peut-être dû à Karloff. Hein. Oui, mais c'est une alchimie de plusieurs éléments et la réussite dans la mise en scène tient au fait des cadrages et du traitement de la photographie de Karl Freud, mais également du montage. Parce que, en fait, au début du film, 10 ans après, Imhotep, en tant qu'être humain, va voir les deux archéologues qui sont depuis 10 ans sur le chantier et ne trouvent rien. Et en fait, il leur donne un indice pour trouver la tombe
j'y arrive pas. D'Anxenamon. Rémi qui s'est tellement entraîné à le dire toute la journée. Non, c'est parce que j'adore les remakes et du coup, j'adore ce nom. Ce mot, il est magnifique. Anxenamon. Oui. d'Anxenamon. Et donc, après, quand il se retrouve, se retrouve au Caire, il y a une scène qui est assez marrante où il se retrouve dans le musée du Caire où, en fait, Karl Freund fait un panoramique où en fait il tourne, il fait tourner sa caméra de sorte qu'il commence par le sarcophage et il tourne. On voit les vitrines avec les décorations et il finit sur Imhotep. Je vais l'appeler toujours Imhotep parce que son nom. Oui. Ardat Bey. Voilà. Et après, on a l'archéologue qui lui dit, l'archéologue Wempel qui lui dit, vous savez, le musée va fermer. Et il lui dit, vous savez, je n'ai pas vu le temps passer, ou une phrase dans ce genre-là. Et chez lui, cette phrase a une toute autre dimension. Et en fait, il reste dans le musée au Caire. Et il s'agenouille sur le comment ça s'appelle, le manuscrit de Thoth, et il commence à faire les incantations pour réveiller Anxenamon. Et à ce moment-là, on a un panoramique sur la ville du Caire, et on arrive directement sur le visage d'Hélène pour montrer qu'en fait, c'est un indice comme quoi Anxenamon et Hélène seraient une réincarnation de ce premier indice. Mais à ce moment-là du film, les deux protagonistes ne le savent pas du tout. Et justement, ce qui est fou, c'est le montage dans le film où il y a plusieurs coupes qui sont très bien intégrées dans la narration. Et donc, suite à ces incantations, Hélène, qui était en train de danser avec un des invités, quitte le bal et prend un taxi pour aller au musée du Caire. Et arrive en même temps le fils de Wempel, Frank Wempel, qui est incarné par David Manners. Et c'est la rencontre entre David Manners et Hélène qui lui tombe littéralement dans les bras. Et ce qui est fort dans l'histoire de Balderstom, en fait, c'est que il écrit un triangle amoureux, et on dirait vraiment une tragédie grecque, avec des coups du destin. Parce que, en fait, Anxenamon, non, pas Anxenamon, Imhotep a indiqué où se trouvait la tombe d'Anxenamon. Et c'est Franck qui a trouvé la tombe, et il a été subjugué par la momie. Il la trouve sublime. Et quand il voit Hélène, il tombe amoureux quasiment au premier regard. Et quand il a la discussion, quand elle est allongée sur le divan avec elle, il lui dit, vous savez, je suis retourné au musée parce que je voulais revoir la momie d'Anxenamon, je la trouve magnifique, mais et puis là, Hélène lui dit, mais vous ne tombez amoureux que des personnes mortes, ou un dialogue dans ce genre-là. Et puis là, il la regarde et il trouve qu'elle ressemble à Anxenamon, et il commence à en tomber amoureux, pardon. Ouais. Et une scène après, parce que après cette scène, en fait, il y a un appel le docteur Wempel, l'archéologue, reçoit un appel du musée qui lui dit qu'il y a un gardien qui est mort. Donc ils arrivent sur place et ils voient le gardien mort, évidemment, et ils voient le parchemin de Thoth qui est laissé là. Et en fait, dans le commentaire audio, c'est expliqué pourquoi Imhotep n'est pas parti avec le manuscrit, parce qu'il avait déjà tué le
Il avait déjà tué le gardien, donc a fortiori, il ne risquait rien. Sauf qu'il y a un deuxième gardien qui est arrivé et qui allumait la lumière, qui lui tirait dessus. Donc il a été obligé de partir vite. Et c'est la raison pour laquelle le parchemin avait été... Enfin, le papyrus Ouais, avait été abandonné. avait été abandonné, qui a été repris par l'archéologue Whemple. Et c'est justement lorsque Imhotep va chez Whemple pour récupérer le parchemin, qui tombe nez à nez avec Hélène, et qui se rend compte que c'est la réincarnation de celle qu'il aime depuis 4700 ans. Et qui va commencer à changer ses plans et vouloir que l'esprit d'Anck-Senamun se réincarne dans Hélène. Ouais, plutôt que de lui faire infliger en plus la deuxième espèce de malédiction que lui a reçue, du coup. Ouais, c'était assez... Enfin, moi, ça fait partie vraiment des trucs que je trouve géniaux dans ce film, tout ça, tout cette truc. Et puis le fait aussi... donc Hélène... du moment où elle est hypnotisée, elle oscille très souvent entre le fait d'être hypnotisée et le fait de ne pas être hypnotisée, si bien que à la fin, le combat final, enfin c'est pas un combat, mais dans la scène finale, quand elle refuse, sur le coup on se dit c'est Hélène, mais en fait c'est Anne. Eh ben ça y est, maintenant c'est moi qui galère. Anck-Senamun qui refuse. Et du coup, il y a une espèce de mélange des deux personnages à la fois qui refusent. Enfin, j'ai trouvé ça assez génial. Il y a cette oscillation qu'on n'avait pas non plus dans Dracula, tu vois. Oui. Oui, je sais pas vous, mais moi, les scènes que j'ai préférées, c'est celle du début avec le réveil d'Imhotep. Et c'est la scène de flashback qui, à mon avis, a été filmée avec des caméras de merde. prévues non, pour le très muet. Légère. Pour le muet, parce que l'image est très saccadée. Et en fait, on a aucun son direct. On a une musique pour donner un côté ancien, ça. Justement, c'est très bien vu. L'idée ne vient pas de moi, mais enfin, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est dans un des commentaires que j'ai vu, il y a un des intervenants dit que c'est justement très très malin de la part de Karl Freund d'avoir filmé avec des caméras prévues pour le muet, pour montrer que ça s'était filmé à une époque antérieure. Mais d'ailleurs, on le voit à un moment de loin, on voit des personnes marcher, et elles marchent en accéléré comme ça se passait à l'époque, quoi. C'est ça, parce que le cinéma muet était filmé à la cadence de 18 images par seconde, et comme je l'avais dit lors de Dracula, quand c'est projeté à la cadence de 24 images par seconde, on a cet effet accéléré, et c'est là où on voit tout le travail de comment il s'appelle, du décorateur Willy Pogani, et où on voit d'ailleurs le jeu des comédiens change, le jeu de Boris Karloff change, où il joue à la manière des films muets très expressifs, où pas une parole n'est prononcée. Donc, il y a un accompagnement musical avec une musique de fond, et la voix off de Boris Karloff qui raconte. Voilà, et d'ailleurs Karloff qui joue sans masque, sans maquillage. Qui joue sans maquillage, donc on assiste à la mort d'Anck-Senamun, à ses funérailles, et à Imhotep qui va au pied de la statue d'Isis pour voler le parchemin de Thoth, pour ramener à la vie Anck-Senamun, la femme qu'il aime, mais il est pris sur le fait par les gardes, et il est condamné à être embaumé vivant, qui est vraiment horrible, parce que justement filmé en muet, elle est montrée en accéléré, et on voit son visage disparaître sur les bandes.
avec les bandes d'embaumement vraiment très Très serré hein, sur la bouche et ouais, le nez. très C'était serré affreux. et Tu horrible. remarqueras le cut très rapide hein, au moment du nez, justement. Oui. Sur la bouche, il laisse, mais sur le nez, à partir du moment où il y a le nez, on va très vite sur un fondu pour revenir au présent. Heureusement, parce que justement, je me suis dit, mais combien de temps il a dû retenir sa Et, respiration, quoi. et après 25 justement, minutes. on voit D'accord. les Guillaume Méry assistants n'en du fera pas autant. prêtre qui détruisent justement le sarcophage, ils détruisent son visage et Oui. ça rappelle la scène d'introduction où on voit les archéologues qui disaient Mm. regardez, son nom a été effacé comme s'il avait été puni, enfin comme s'il avait été embaumé vivant et comme si le fait d'effacer son nom rendait impossible le fait qu'il puisse se réincarner ou qu'il puisse aller, je sais pas, On le tue dans au les deux vies. paradis. Il disait un Oui, truc comme voilà, ça. il est mort dans les deux vies, Ouais. Ouais, dans des c'est souffrances et excellent. sans possibilité d'amender son âme. Mm. On reparlera de cette scène un petit peu plus tard hein, dans la suite de la momie, enfin la suite, en tout cas les traces qu'ont laissé la momie dans l'histoire. Cette scène d'embaumement, il y a pas mal de choses qui ont été réutilisées par la suite. Oui, tout à Ah, fait. d'accord, oui, d'accord. Oui. Ben, on va en parler dans très peu de temps. Moi, c'est pour toutes ces raisons que je trouve ce film absolument génial et que je le préfère j'allais dire à Draven, à Dracula, désolé. Alors, je garde quand même une préférence pour Frankenstein parce que voilà, c'est monstrueux, les histoires de monstres comme ça. Mais ouais, il y a tellement de belles raisons et de belles choses que je trouve dans ce film qui sont géniales. Il y a juste une très jolie image lorsque justement on en parlait il y a quelques secondes, Ardat Bey raconte à Hélène qu'elle s'est réincarnée. Ils sont en train de regarder un bassin d'eau. Et il y a l'image du passé dont tu parlais, XP, qui s'affiche dans le mouvement de l'eau. Et alors ça c'est un truc qu'ils aimaient bien faire dans les films anciens hein. On s'en souvient très bien dans comment il s'appelle j'allais dire Simba et les sept mers, c'est pas ça, c'est Sinbad. Simbad, ouais, mais c'était pas celui-là non plus. Jason et les Argonautes. Dans Jason et les Argonautes, quand les dieux regardent la terre, et bien à chaque fois on a cet effet d'image. Et moi c'est très personnel, mais moi j'aime ça énormément. Ça me fait triper. Une espèce d'incrustation en fait. Ouais, dans un mouvement d'eau. Voilà. Et d'ailleurs, cette scène de flashback et le bassin, il l'utilise un peu avant pour espionner aussi Wample, l'archéologue. On a un cadre qui ne ressemble pas au cadre du bassin, qui fait penser à l'idée du scénario de Cagliostro avec la vidéosurveillance, quoi. Mm-hmm. Ah ouais, mais c'est ça, moi j'ai pris ça comme une caméra dans le film, tu vois. C'était le but qui était cherché. Et ça fonctionne, et ça fonctionne très bien, puisque Balderstom a vraiment, dans son scénario, il a réussi à éliminer toutes les explications pseudo-scientifiques qu'avait mis Putman dans le scénario de Cagliostro, et je trouve que ça fonctionne très bien. Pour moi, ma suspension d'incrédulité fonctionne très bien. Moi, je crois quand je vois le film, je crois au pouvoir du parchemin, je crois au pouvoir de voir dans l'eau. Chez moi, ça fonctionne. D'accord. Tu peux essayer ça chez toi, par contre. Aucun risque. Ouais, je vois dans l'eau parce que mon eau est claire. Mais je vois le fond de la rivière. Ouais. C'est parce que tes lunettes sont propres aussi. Ah, mais c'est ça. Si on me le dit pas aussi, je peux pas savoir. Ouais. Il y a une justement, partie moi, qui m'a je surpris. vais avoir l'avis dissident, mais moi, le film m'ennuie à mourir. Sérieux, ce il film t'ennuie plus que m'ennuie. Dracula? Ah oui.
Oui. Attention, hein, quand je parle de Dracula, je parle pas de la version espagnole. Hein. Non, mais oui, j'ai bien compris. Mais non, le film m'ennuie en fait. C'est-à-dire que oui, il y a la scène d'intro qui est forte, jusqu'au moment où on a l'archéologue dont on parlait tout à l'heure, un Norton qui meurt de rire entre guillemets. On a le passage justement en 1932. Ouais, c'est ça. Il est MDR pour de vrai lui. Et après, en fait, je trouve que le rythme du film en pâtit énormément. Les scènes avec Karloff, quand il est là, elles sont excellentes. Les scènes avec les autres, ça a été mou, lent, et je ne suis jamais rentré dans le film. D'accord. Je n'ai pas pu. Je m'ennuie profondément. Alors que pourtant, il y a aussi beaucoup de choses. On en parlait juste avant le début de l'émission, avant que tu arrives, Rémi. On en parlait avec XP, mais la musique dans le film. Oui. Contrairement à Dracula, il y a de la musique. Il y a de la musique extra-diégétique. C'est le premier film qu'on aborde avec de la musique extra-diégétique. Mais justement, c'est de la musique d'accompagnement. On dirait qu'elle n'a pas été composée spécialement pour le film, alors que dans Frankenstein, il n'y a pas de musique, mais il y a toujours une ambiance sonore. On entend le bruit de l'orage, la pluie, le vent. Ça participe à l'ambiance. Et là, quand il n'y a pas de musique, il y a le silence total. Et dans Frankenstein, il y a de la musique, mais c'est de la musique intradiégétique. Oui, avec la mort de la petite. Pas intradiégétique, diégétique. Quand il y a toute la fête dans le village. Mais dommage qu'il n'y ait pas eu les musclés, malheureusement. Mais ils auraient été avant-gardistes à l'époque. On est là, on est sérieux, on parle cinéma, et l'autre nous parle de Dorothée. Quoi. Ah les musclés, quand tu auras leur carrière, Rémi. Ils ont joué dans tellement de films. Tellement d'épisodes de série. Je vous conseille très vivement, si vous aimez les musclés, d'écouter le groupe Les Costauds, qui fait des reprises des musclés et qui sont géniaux. Tout simplement. Ils sont canadiens, c'est ça? Ouais, québécois. Ouais, excellent groupe. Bref, désolé. Non, mais t'as raison. Justement, de revenir un peu sérieux après mon égarement. Mais c'est vrai que du coup, je suis pas rentré dans le film, alors que pourtant, il y a pas de gros blancs comme on a dans Dracula, où on a ces moments très pesants, où on n'a pas de son. On a juste l'image qui bouge et on n'a pas de son. Mais je sais pas. Ça vient aussi, je pense, des acteurs. Et notamment celui qui joue Frank Wemple, qui m'ennuie prodigieusement. C'est vraiment le jeune homme bon sur tout rapport. Il a été très bien casté, je trouve, pour être ce personnage-là. Je le trouve très fade, en fait. Donc, les moments avec Karloff sont sublimes, ils sont somptueux, et les mouvements de caméra sont très bons, mais ça suffit pas à me garder dans le film, en fait. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que j'avais l'impression de voir vraiment un décalque, il a raison, hein, de l'histoire de Dracula. J'avais l'impression de voir Dracula avec c'est un remake. avec une momie. Ouais, c'est un remake. Mais moi, ça me va très très bien. Je trouve que ce remake est meilleur que l'original. C'est une relecture, mais voilà. Toujours avec des moyens supérieurs. Les décors sont sublimes, mais tu vois, malgré tout, la mise en scène de Karl Freund est excellente. Mais moi, je n'y suis pas très sensible. Je suis plus sensible à la mise en scène de James Whale. Ouais. Dont on reparlera bientôt. Oui. Est-ce que... Ah non, alors il y a quelque chose, peut-être que vous êtes plus doué que moi en histoire, mais je ne savais pas qu'en Égypte, il y avait des moments où on parlait français. À plusieurs reprises, on l'entend parler en français dans le texte. Hein. C'était du français ? Oui, Hélène s'adresse à son taxi en disant « le musée des antiquités ». Et après, l'archéologue dit au téléphone en parlant du gardien « Ah bon, il est mort ?» avec des accents absolument horribles, parce que ce sont des Anglais qui jouent, qui parlent français. Mais, aussi bon que Jean-Luc Picard, ouais. Ouais. Oh là là. Ne m'en parle pas, ça me désole depuis. Enfin bref. Mais du coup, je savais pas que l'Égypte avait une période française, francophone du moins. Le français a été quand même une langue ultra parlée dans le monde, à une époque. D'accord.
Bah, Beaucoup voilà. moins maintenant. Et dernière chose que j'ai soulevée, et après j'aurais dit tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment à nouveau une toute petite image, mais lorsque Hélène s'évanouit devant le musée des Antiquités, l'archéologue, là, le héros, Michel Vaillant, la soulève alors qu'elle vient d'être au sol. Il la soulève comme si c'était une plume. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas comment est faite la musculature de cet homme, ou s'ils avaient mis un câble dans le dos de l'actrice pour qu'il puisse la soulever de cette Elle était, facilité. elle était vraiment mince aussi. Et Oui. le fait, comme on le disait tout à l'heure, XP le précisait très bien, qu'elle mangeait très peu sur le tournage, etc. Elle devait pas peser bien lourd non plus. Ouais. Ok. C'est tout pour ma part. Moi, ce que je trouve, enfin, en plus de la scène du réveil de la momie et la scène du flashback, la scène que je préfère, c'est la scène finale dans le musée où Imhotep est avec Hélène en Xenamun, avec notamment le Nubien qui est au premier plan et qui est en train de faire Ouais. je sais pas trop quoi dans la marmite. Et on Fait de la a et on a la projection de ce qu'il fait en ombre sur le mur. Il y a beaucoup ces jeux d'ombre qui me plaisent beaucoup, moi, sur les murs. Ouais. Ouais, ben, ça rappelle un Il joue peu ce qu'on beaucoup avait avec eu chez Frankenstein. avec le clair. Oui, oui, oui. Il Ouais. joue beaucoup avec le clair-obscur. Et d'ailleurs, L'influence la allemande, quoi. la première fois qu'on voit Imhotep confronté chez son père, qu'on voit Imhotep chez le père de Franck, on a Franck qui est dans la lumière et le visage d'Imhotep qui est dans l'ombre aussi. Il y a ce jeu permanent entre les éclairages et les ombres, comme tu disais au début, avec la scène où le jeune archéologue déplace la lampe. Karl Freud joue beaucoup justement avec ces éclairages-là. Ouais, je me souvenais pas de celui-là, mais tu parlais de clair-obscur, on en a un avec justement l'acteur qui joue le Nubien, c'est un clair-obscur, puisque c'est un homme blanc qui joue une personne noire avec une blackface. Bon, à l'époque ça se faisait, c'était comme ça. Oui, oui, Mais, et on le reverra en 1933, l'année suivante, où il jouera dans King Kong. D'accord, Il jouera le chef de la tribu. d'accord, ok. On va en parler de King Kong dans les monstres de Universal Ah non. ou... Ah non, Oh. c'est la RKO, ça. RKO. Comme Randy Orton. J'allais, bravo. Je n'ai pas compris. C'est un catcheur Oui, dont un des gestes s'appelle RKO. Et vaut mieux ne pas le subir parce que ça fait mal au cou. C'est son courroux. Voilà. Bof. Mais elle est pas terrible, celle-là. Bien. Est-ce qu'on parle des remakes ? On va parler surtout de la trace qu'il a laissée dans l'histoire, qui n'est pas une trace au fond du slip, évidemment, puisqu'il a quand même inspiré beaucoup de films. Donc c'est pas un film qui sert à rien. Il y aura 4 suites chez la Universal dont on ne parlera pas dans cette émission, évidemment. Oui, parce qu'on n'a pas prévu de les aborder dans le programme de l'émission. Il y aura The Mummy's Hand, Mummy's Tomb, Mummy's Ghost et Mummy's Curse, donc 40, 42, 44. Tous les deux derniers, Mummy's Ghost et Mummy's Curse, seront tous les deux en 44. Toujours avec Karloff ? Pas du tout. Comment ? Pas du tout. Et c'est surtout des films qui n'en auront rien à faire du premier, puisqu'ils ont décidé de partir sur complètement autre chose. C'est pour ça que je disais que ce film, juste avant le début de l'émission, n'a pas laissé de trace dans l'histoire. Enfin, j'ai l'histoire avec moi pour dire que ce film est moyen. Finalement, ils ont décidé de partir sur autre chose. Eh bien, la momie, ce ne sera plus Imhotep, mais l'ami favori de Booba, ce sera Caris. D'accord. La momie qui s'appellera Caris et qui sera justement le centre de tous les autres films, Mummy's Tomb, Mummy's Ghost, Mummy's Curse et puis Mummy's End avant, bien évidemment. Ce sera Tom Tyler qui jouera la momie, justement.
D'accord. Jusqu'au remake de 1999 de Stephen Sommers, si je me trompe pas, dans le nom Excellent. du réalisateur, où là, vraiment, c'est un remake du film de Karl Freund. J'allais y venir, hein, t'inquiète pas. Juste après, donc après l'exploitation d'Universal, il y a l'exploitation par la Hammer, évidemment. Oui. Et l'exploitation par la Hammer décidera de s'inspirer eh bien, de Mummy's End, Mummy's Tomb, Mummy's Ghost et compagnie, et absolument pas du premier Mummy qu'on a vu avec Boris Karloff. Donc c'est vraiment justement, donc, comme tu disais, il faudra attendre 99 pour avoir un remake de ce film. Oui. Et quand je parlais de Roi Scorpion tout à l'heure, voilà, c'est pour ça. Ouais. D'ailleurs, le remake de 99, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, mais de mémoire, il reprend bien la trame, la trame du film de 1932. Et justement, c'est cette idée que Boris Karloff ne touche pas les personnes, n'a pas d'interaction, parce que quand il les touche, on voit des traces de poussière ou de sable, comme s'il il était fait d'un agglomérat de sable et de poussière. Et ben ça, c'est repris justement dans le remake de 1989, où il est vraiment constitué de sable, et il peut se transformer en sable. Et il y a énormément de choses qui sont reprises dans ce film et dans la suite. C'est-à-dire que, par exemple, la réincarnation, c'est surtout dans la suite de Anaxonamun, c'est dans la suite qu'on l'exploite surtout. Enfin, en toute honnêteté, ces deux films, parce que le troisième est pas très bien, mais les deux premiers films sont vraiment super cool. C'est des bons gros films d'aventure. Alors oui, effectivement, la momie est peut-être un peu moins centrale. On est peut-être plus sur un film à la Indiana Jones, mais il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. On est en 99. Ça fait longtemps qu'on n'a plus d'Indiana Jones à l'écran. Et franchement, ce sont des films qui tiennent bien la route, quoi. C'est des vrais bons films d'aventure. Excellent. Avec Jonathan Fraser. Je cherche depuis tout à l'heure dans ma tête son... Ils sont produits par la Universal. Brendan Fraser. Tu vois, je vais à moitié juste. C'est peut-être son petit frère, on ne sait pas. Ouais, peut-être. Ok. Et il y avait une. Je parlais du casting au tout début dans le choix de l'actrice qui joue Hélène, qui n'a pas du tout la moindre trace égyptienne. Bon, il se trouve que l'actrice qui est choisie pour ces deux remakes n'est pas du tout égyptienne non plus, alors qu'on la voit dans le passé en tant qu'égyptienne, en tant qu'Anaxonamun, elle n'est pas du tout égyptienne. Mais par contre, elle a une adversaire. Non, justement, l'actrice qui est choisie pour être Anaxonamun est vraiment très typée. Alors, je sais pas trop comment dire, orientale. Et vraiment, là, le choix du casting est vraiment excellent. C'est l'autre personnage qui vient du passé. Je me suis un peu embrouillé dans ce que je voulais dire. Je suis désolé, mais c'était assez clair dans ma tête. Si on essaye d'être un tant soit peu honnête... avec les séquences qui ont été coupées dans le premier Mommy de 32, c'est pas gênant qu'elle soit qu'à moitié égyptienne finalement. Je veux dire, c'est une réincarnation. Rien ne prouve qu'elle est obligée d'être dans un corps d'égyptienne. La preuve, puisqu'il y a des choses avec les Saxons, etc., qui ont été coupées, m'étonnerait qu'une égyptienne fréquente les Saxons à l'époque, quoi. J'ai plus de mal à y croire. Donc, honnêtement, le fait qu'elle soit à moitié égyptienne, ça sert peut-être le scénario, vu qu'on a coupé au montage toutes les vies antérieures, mais c'était pas utile. Elle pouvait très bien être pleinement britannique ou pleinement française ou peu importe, venir de n'importe quel pays et être quand même une réincarnation. Ça changeait pas grand-chose. J'ai plus l'impression qu'ils sont un peu emmêlés et qu'on y projette aussi nos visions d'aujourd'hui qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en 1932. Oui, ça c'est certain. Mais la série de Stephen Sommers aura quand même un sacré paquet de films à son actif, puisque y a le premier, The Mummy Returns en 2001, et puis The Mummy, son préféré apparemment, Rémi, Tomb of the Dragon Emperor en 2008. Le dernier, tu as dit qu'il était très très bien. Il est très mauvais, ce film, vraiment. Alors, tu sais quoi, je vais vous l'avouer, en début d'année, je sais plus si c'était en fin d'année dernière ou en début de cette année, j'ai commencé à me faire toute la saga de ces films. Donc j'ai regardé les deux Momies, le Roi Scorpion et tout, donc tout ça super cool.
Et j'étais prêt, je m'étais préparé à regarder le 3e film de la momie avec Jet Li et enchaîner avec le film de notre némésis à tous et à toutes, Alex Kurtzman, la momie avec Tom Cruise. Et en fait, le film avec Jet Li est tellement mauvais que je n'ai eu aucune envie de regarder celui avec Alex Kurtzman. Mais de toute façon, il t'en manquait, Rémi, là. Ah ouais. Parce que tu as oublié que... Il y a les spin-offs sur le roi Scorpion. Le Scorpion King que tu as regardé n'y est pas tout seul. Il y a Scorpion King 2, Rise of a Warrior, en 2008. Puis Scorpion King 3, Battle for Redemption, en 2012. Toujours avec le Rock ? Non. Et en 2015, on a Scorpion King 4, Quest for Power. Mais non. Et en 2018, on a eu Scorpion King, Book of Souls. Mais non. Non, mais si. C'est génial. Si. Ah non, mais j'invente pas. Hein. Je pourrais pas. Je suis pas sûr que les films soient géniaux. Hein. Oui, ça non. Je le confirme. Ils sont forcément mieux que le 3e momie. Non, je déconne. Et alors, du coup, on a eu quand même à nouveau un autre... Il y a même eu une... Pour terminer sur Stephen Sommers, il y a même eu un dessin animé, Mommy, entre 2001 et 2003. Oh. Ouais. Ah ouais, un dessin animé sur de l'univers de la momie, 2 saisons, 26 épisodes. D'accord. Voilà, donc tu vois, tu n'avais pas tout vu, il te reste encore des choses à voir pour te finir ton cycle momie. Ben ouais, écoute, j'ai très envie de me relancer du coup avec ce que tu viens de me dire. Je sais pas si tu devrais t'infliger les rois scorpions. Écoute, dans le 3, il y a Ron Perlman. Ah, c'est cool. Ah ben alors rien que pour Ron Perlman, je fonce. Dans le 4, il y a Lou Ferrigno par contre. D'accord. Là, d'un seul coup, hein, non mais je ne sais pas qui c'est. C'est celui qui jouait le rôle d'Hulk dans la série. Dans la série, ouais. Ah d'accord. Et par contre, on parlait des films momies, on a oublié de parler du remake de 2014 de Xavier Dolan, Mommy. Non, rien à voir. Non, désolé. Rien à voir. Ouais, puis moi, il y a la tentative de reboot dont Dark Universe dont tu as parlé d'Alex Kurtzman récemment avec Tom Cruise dans le rôle titre. Oui. Alex Kurtzman, qui dès qu'il touche quelque chose, c'est pour le détruire. Ah ben, ça a tellement bien marché vous qu'ils ont vachement relancé leur Dark Universe avec un seul film. Enfin, il faut bien se rendre compte que le Dark Universe existe depuis les années 30 et que là, c'est la première fois qu'il n'y a plus aucun projet. Il faut se rendre compte du potentiel de destruction de Alex Kurtzman. Oui et non, parce qu'apparemment, alors je ne l'ai pas encore vu, donc je parle d'hypothèse, mais le dernier Invisible Man, qui est sorti assez récemment au cinéma. Oui, il a fait sensation. Bah, il est sorti une semaine avant le confinement en France, le pauvre, mais... Il serait apparemment possible que ce soit un moyen de relancer le Dark Universe qui s'était planté. Oui, mais c'est pas un film Universal. Je crois pas. Hein. C'est pas un film Blumhouse. Je t'avoue, je sais pas. Mais apparemment, il y aurait des clins d'œil dedans. Donc, à voir ce qu'ils vont en faire. D'accord. Il a très très bonne critique, hein, ce film. J'ai vu passer beaucoup de personnes agréablement surpris. Alors que franchement, moi, entre la bande-annonce et le résumé, je me dis, mais ça va pas être bien. Et en fait, apparemment, si. Universal, distributeur. Puisque tu parles de critique, la momie est sortie aux États-Unis le 22 décembre 1932 et elle est accueillie froidement par les critiques. Hein, c'est parce qu'ils y connaissent rien, ça. Voilà. Oui, et puis et pas un gros chiffre non plus au box-office. D'accord. Après, on l'a dit, au niveau budget, il a quand même coûté vachement moins cher que Dracula, quasiment moitié moins, parce qu'on a un budget qui table à 196 000 $. Dracula en avait 356 000. Alors qu'on dirait pas, avec tous les décors grandioses qu'il y a, même les costumes. Ouais. Mais à un moment, vous ayez peut-être des choses à rajouter. Enfin, moi, de mon côté, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce dont je voulais parler. Moi, j'ai tout bon. Je suis très heureux qu'on ait pu parler des films de 99 et les suites. On pouvait pas faire autrement, ça laisse une trace dans l'histoire. Puis on reparlera pas de la momie dans notre cycle, donc c'était le moment d'en parler, je pense. Je sais pas. Vu qu'on parlait d'Homme Invisible. Eh oui. C'est le suivant. Excellent. Oui. Hein, on va pas se mentir. Allez, tant pis. Oui. Je voulais garder, je me retenais, je me suis dit, allez, non, c'est bon, je retiens pas. Oui, excellent film dont on va parler dans la prochaine émission.
On va essayer de faire ça le mois prochain. On va essayer de... Je suis désolé, je vous ai un peu délaissé, hein, mais j'ai été un peu débordé. On va essayer de reprendre un rythme... on l'a très mal pris. Une fois par mois, hein, quand même, ce serait mieux. Mais, on l'a très très mal pris, on l'a très mal vécu. Avec voilà, XP, d'ailleurs, vous avez on a hésité pensé à monter... m'inviter dans cette émission. on a hésité à monter notre podcast indépendant, Oui. le podcast qui s'appellerait Anti-Rémi. Ouais, d'accord. Mais par contre, juste pour information, on peut vous entendre tous les deux dans la très chouette émission Freak City que tu héberges, Steve, chez toi, chez Comic City, dans lesquels vous parlez d'autres films d'horreur avec Laure. Les chroniques de l'horreur. C'est vrai ? Ah, c'est le sous-titre officiel de l'émission. Je sais qu'elle ne l'aime pas, mais c'est pas grave. C'est génial. Il est génial ce titre, on est d'accord. Oui. Il est génial ce Mais titre. il faut qu'elle ait une montre, l'horreur. Oui. Parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Ah là là, les blagues à papa. On forme un beau trio. Ça, c'est Très bien. la tour Montparnasse infernale. Ouais. Bien. Ah, mais j'ai hâte de parler de l'invisible personnellement. Ah, moi aussi. Ouais. Il est... Ouais, il y a à nouveau pas mal de choses à dire là-dessus. Écoutez, merci à nouveau à tous les deux pour cette émission et pour tous ces apports de production que vous avez fait sur La Momie de 1932. 1932. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Avec en méga superstar Boris Karloff qui ne reviendra pas dans le prochain, mais qui reviendra dans celui d'après. Dernier petit fun fact quand même sur Oui. Boris Karloff. Ouais. C'est que le mec avait acquis tellement de popularité, XP en avait parlé un petit peu en début d'émission, le mec avait acquis tellement de popularité sur Frankenstein notamment, et puis sur le film qu'il avait fait après, où il avait quand même un petit rôle, mais que finalement, pour vendre La Momie, ils ont mis Karloff en haut de l'affiche. Mhm. Et c'est la pas banal. première fois. Et c'est la première fois qu'il y avait son nom complet. Boris Karloff. Ah, dans Sur Frankenstein les autres films, dans les affiches des autres films, il n'y avait pas son nom complet. D'accord. Il y avait un qualificatif Karloff, genre la créature Karloff, un truc dans ce genre-là. Et c'est la première fois qu'il y a son nom, il y a son nom complet, Boris Karloff, en haut de l'affiche. Excellent. Et ce film a été écrit pour lui. Et d'ailleurs, il était plutôt content, mais je crois que je l'ai déjà dit, il était plutôt content de le tourner parce que avant La Momie, il tournait pour la MGM un film qui s'appelle The Mask of Fu Manchu en VO, et le titre français c'est le Masque d'or, où le tournage se passait pas très bien puisque le scénario était réécrit et réécrit sans cesse. Et il était plutôt content de retrouver la maison Universal pour tourner. D'accord. Oui, parce que Fu Manchu, ça veut dire or. Fu Man, ça veut dire haut. Et Chu, or. Évidemment. Fu Manchu, or. Le masque Bah d'or. Ok, super On en cool. apprend tous les jours. Merci les monstres de la Universal Monsters, l'émission de Pour une poignée de review. Allez, bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt, Steve. À très bientôt, Rémi. À très bientôt, XP. Et à très bientôt, XP. À bientôt, Rémi et Steve.